Bienvenue dans le podcast La Sueur. On va parler en long, en large et en travers de la carte de l'UFC 279. Parce que oui, vous l'avez vu, et c'est généralement ce qu'on fait, on se concentre sur les plus gros combats. Et puis ensuite, quand l'effervescence, la hype est un peu retombée, on revient tranquille sur Terre avec Big Hostile. On est de retour en France, on est de retour sur Zoom. Et bah voilà, on va parler de la carte, on va parler de Chris Barnett, on va parler de Jelton Almeida, on va parler de Johnny Walker, et puis peut-être revenir brièvement sur Main Event, parce que oui, Chris Barnett avec Big Rusty nous a énormément ému. On va commencer par ça, générique. Swear. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150€ offerts sur ton premier pari. From the bottom of me heart. From the bottom of me. Donc en gros, Chris Barnett, donc chouchou des fans, chouchou de Big Rusty, parce que Big Rusty, il est là, il est derrière Chris Barnett depuis bien avant l'UFC, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui est, je peux pas dire, oui, si, sous-dimensionné pour un heavyweight, mais au style particulièrement aérien au regard de son gabarit. Bah, sous-dimensionné, ça dépend comment on voit les choses, parce qu'il a quand même raté la pesée pour ce combat-là. Donc, c'est-à-dire qu'il fait 1m75 et il a raté la pesée à 120 kg. Donc, c'est très rare. Je crois que c'est le deuxième à l'UFC à rater la pesée après, je crois, Justin Tafa. Donc, bon, c'est des gabarits un peu à la Samoa, hein. C'est-à-dire que normalement, voilà, c'est un peu des Marken, c'est un peu des gars comme ça. Ils sont tout petits, mais ce sont littéralement des camions. Mais en fait, c'est vrai que ce qui rend Chris Barnett aussi attachant et aussi cool, donc effectivement, il a un passif avant en striking, avant d'arriver à l'UFC, avant de faire du MMA, et des danseurs même avant ça. Mais en fait, ce qui le rend aussi attachant, c'est il est tout le temps de bonne humeur. Enfin, tu sais, c'est un espèce il est solaire, quoi. Il a tout le temps le smile. Je me souviens qu'on avait même croisé à Vegas, je crois que c'était le combat de Cyril contre Rosenstruik ou contre Volkov. Et en gros, on l'avait croisé avec Cyril dans les couloirs. Et le plus naturel, alors qu'ils sont dans la même caté, ce sont des poids lourds et tout. Et en gros, il était venu voir Cyril en mode Oh shit, that's him, that's Cyril Gane. Enfin, tu sais, juste tout le temps avec plein d'entrain, quoi. Et du coup, ça le rend tellement sympathique. Et si c'était que ça, ce serait déjà génial. Mais en plus de ça, effectivement, on parle donc d'un gars, 1m75, 120 kg, et il met des spinning back kicks, il met des Superman punch, des Superman elbow, des Superman coups de coude. Enfin, il a un style qui n'a aucun sens pour le physique qu'il a, dans le sens où normalement il n'est pas censé faire des trucs aussi spectaculaires et aériens, mais comme vous pouvez le voir lorsqu'il fait ses entrées, en fait, il utilise son corps d'une manière. Les 120 kilos, tu les vois même pas. Enfin, c'est-à-dire que vraiment, il se meut comme quelqu'un qui en fait 62 moins. C'est impressionnant. Et d'ailleurs, le combat qu'il a fait contre Gian Villante, il met KO Gian Villante à la base sur un spinning wheel kick, c'est-à-dire un coup de pied retourné, alors qu'il fait, Gian Villante, je crois 1m91 ou 92, un truc comme ça. Il est extraordinaire, Chris Barnett. En plus, ça le rend encore plus sympathique, même si c'est terrible. Mais il a son dernier combat, le combat d'avant contre Jack Porter. Ouais, je crois que c'était ça. En gros, sa femme était en pleine bataille pour sa vie pour une, je crois que c'est encéphalitis, donc en anglais, donc ça doit être une encéphalite en français. Et donc, malheureusement, en fait, elle est décédée à la suite de cette maladie. Et d'ailleurs, c'était un des témoignages les plus prenants en fait émotionnellement, parce que il racontait un petit peu la bataille que ça avait été, le fait de devoir l'apprendre aux enfants ensuite, parce que du coup il a des enfants, et il dit c'est quand tu vas les chercher à l'école, tu vas leur apprendre la nouvelle, c'est vraiment terrible. Donc en fait c'est un peu, t'as vraiment ce combo, le mec est ultra attachant, toujours souriant, toujours de bonne humeur, quelqu'un, tu sais, tu te dis quelqu'un, l'avoir comme ça dans son entourage, tu sais, c'est toujours un énorme plus dans ta vie. Et c'est à lui que c'est malheureusement arrivé. En plus de ça, c'est un mec qui régale tout le temps tellement il est spectaculaire dans ses combats. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir ses moves, c'est-à-dire il est capable de faire plein de gestes spectaculaires, mais en fait, c'est quand même très rare aussi que ses combats soient ennuyeux, parce que c'est un gars, il vient constamment pour faire
des bagarres, quoi, mais vraiment des bagarres. Et ben là, ça n'a pas loupé, puisque du coup, c'est exactement ce qu'il a fait avec Jake Collier. C'était mal engagé, parce qu'il s'est retrouvé dans des positions Et le plutôt public voulait qu'il gagne. C'est ça mais le aussi qui est public important de était dire. 100% acquis à la cause de Chris Barnett, mais vraiment 100%. Et d'ailleurs, ils ont chanté son nom à un moment donné au deuxième round quand il a commencé à revenir et tout ça. Et donc grosse bagarre, il s'est fait peur parce qu'il s'est retrouvé dans des positions, notamment il s'est retrouvé sous une position montée en fin de premier round, mais il a réussi à s'en sortir. Et deuxième round, sur une tentative de mise au sol de Jake Collier, que cette fois-ci, il arrive à arrêter Chris Barnett, il arrive à retourner la situation, il se retrouve lui-même en position montée cette fois-ci, et ground and pound, il fait une pluie, une avalanche, et il réussit à arrêter Jake Collier mais vraiment, mais sous une foule, mais littéralement en furie, quoi. Et du coup, en plus, après, il a livré une interview d'après-combat qui était mais déjà légendaire, où en gros, il est en mode tout ça, c'est grâce à vous, en parlant du public, et en gros, du fond de mon cœur, du plus profond de mon cœur, merci à tous. Et tu sens qu'il le pense, mais à 1000%, que c'est pas juste pour faire plaisir, pour gagner des points auprès du public, il le vit, son discours d'après-combat. Enfin, vraiment, un vrai feel good, quoi, un vrai bon moment grâce à Chris Barnett. Et franchement, voilà, c'était presque le highlight de la soirée, quoi. Et puis aussi, ce qu'on vient de dire, pour souligner l'athlétisme de Chris Barnett, c'est la manière avec laquelle il prend le dos de Jake Collier pour ensuite basculer vers le ground and pound des enfers. C'était à la Yoel Romero contre, je crois que c'est un moment où il y a contre Chris Weidman, où Chris Weidman tente un terrain, on fait oh d'accord, ok. Là c'était exactement ça, et surtout à ce moment-là du combat où on aurait pu se dire bon, ça pouvait être un peu compliqué pour lui parce que debout il commençait un peu à brawler Chris Barnett, notamment au premier round après le knockdown, mais franchement chapeau à lui. Ensuite il a été boire des bières avec le public, formidable. Ouais, vraiment, enfin ça faisait plaisir, ça faisait tellement plaisir pour lui. Et un autre mec pour lequel ça fait plaisir, un gars qui est entré sur un son que j'ai bien apprécié, Rusty, lui, il a pas trop aimé, parce que... Ah oui, si, c'est vrai. Non, il a pas trop aimé, donc c'est un morceau qui s'appelle Fé de IZA, donc brésilien, donc c'est Gelton Almeida. Malaginho qui commence à faire seulement flipper, il devait affronter Shamil Abdouragimov, malheureusement... Shamil, qui a une fin de carrière assez compliquée entre défaites et nombreux combats avortés, n'a pas pu tenir sa place. Donc finalement, Gelton, il affrontait un Finlandais, Suédois, autant pour moi, qui était invaincu en carrière, mais prévenu en short notice, en catchweight. Il n'a pas fait le poids. 3 finishes en autant de combats à l'UFC pour Gelton Almeida. 17 finishes en 17 combats professionnels, si je ne m'abuse aussi. Ouais. Bref, le mec commence à salement faire flipper. Maintenant, moi, ce que j'ai envie, c'est que son prochain combat, ce soit en light heavyweight, qui dégomme tout le monde, qui prenne la ceinture, et ensuite il monte en heavyweight, parce que personnellement, je pense que c'est le genre de... je pense que ça va être... Je pense, Big Rusty, que ça va être très compliqué, là, face à lui, actuellement, chez light heavyweight, et j'ai pas envie non plus que l'UFC perde un peu trop de temps avec lui. Quand je dis perdre un peu trop de temps, c'est que je pense que, tu vois, tu le mets contre Johnny Walker, je pense que c'est très mauvais quart d'heure pour Johnny Walker. Je pense qu'à part... c'est pas vrai, j'ai des problèmes avec les noms aujourd'hui. À part notre ami Dagestanais. Ankalaev. À part Ankalaev. À part Glover Teixeira. Tout le reste, c'est terminé. Alors, ouais, parce qu'en fait, et la raison pour laquelle on dit ça, c'est qu'en gros, Gelton Almeida, c'est grosso modo un Khamzat ou un Khabib en light heavyweight. C'est-à-dire que c'est un gars, il arrive, il ne pense qu'à une chose, c'est te mettre au sol, t'y maintenir et t'exploser, donc soit en ground and pound, soit en soumission. Et il y arrive à chaque fois. C'est ça, mais parce qu'il y a cette agressivité-là, parce qu'il y a des gens, je crois, parce qu'en gros, lui-même s'auto-surnomme le Khabib brésilien, et en gros, vous regardez vraiment ce qu'il fait, il y a du Khabib chez lui. Vous enlevez peut-être la violence du ground and pound qu'avait Khabib Nurmagomedov, mais sinon, cette recherche du contrôle des membres en tout temps pour ensuite aller à la finalisation, à la soumission, c'est du Khabib Nurmagomedov. Et quand on voit ça, enfin, tout le monde s'y attend, tout le monde sait qu'il va faire ça, et peu importe les catégories, il arrive à le faire. Moi, c'est ce qui m'impressionne vraiment chez lui, et qui font que je commence à me dire, on a vraiment, vraiment, vraiment un gars qui a un danger, et puis surtout, que c'est quelqu'un qui ne prend pas de risque non plus. Et là aussi, moi, ça me rassure dans le sens où, voilà, aujourd'hui, il est à un moment dans sa carrière où il est face à des gars, il est toujours favori, mais il le fait d'une manière où il ne prend aucun risque, aucun coup, et c'est masterclass absolu. Donc franchement,
moi, c'est quelqu'un que j'ai envie de voir directement tester face aux grands noms, là. Ouais, moi aussi, il n'a pas encore affronté vraiment de nom rutilant. Donc c'est le seul, la seule pour l'instant, le seul obstacle que j'ai à effectivement un potentiel gros nom comme ceux que tu as cités tout à l'heure, c'est que pour l'instant, il se débarrasse littéralement de ses adversaires, mais pour l'instant, Shamil, Abdourabimov, ça aurait été le premier classé qu'il affronte, il me semble. Et sinon, voilà, on reste sur pour l'instant des combattants qui, eux, n'avaient pas forcément de volonté ou de prétention pour vraiment très très haute. Donc, en fait, j'aimerais bien d'abord le voir contre un mec d'entrée de classement, juste pour confirmer qu'il peut faire ça face à des mecs qui sont très complets et vraiment très bons. Et ensuite, effectivement, le propulser, s'il faut le propulser. Mais c'est pour ça que tu vois, ouais, pour moi, à la limite, un Johnny Walker, c'est pas mal, même si stylistiquement, c'est pas bon du tout pour Johnny Walker. Mais un des mecs d'entrée de classement, franchement, que ce soit Krylov, Ryan Spann, Walker, Dustin Jacoby ou Jimmy Crute, j'aimerais bien qu'il les affronte parce qu'effectivement, au moins, il aurait ce truc de ça y est, il affronte des mecs classés, et deux, si c'est un gars comme. Paul Allez, Craig, mettons. tu voudrais pas? Ben justement, parce qu'en Parce qu'en fait, fait, là, ouais. alors, c'est mon truc, parce qu'en gros, là, les gars qu'on a cités, que ce soit Crute, Johnny, Walker, Jacoby, Walker ou Ryan Spann, déjà, les trois premiers, c'est des strikers. Donc, j'ai quand même tendance à penser qu'il arriverait à avoir ce qu'il veut avec eux. Et quand on dit ça, c'est vraiment, enfin, c'est quelque chose qu'on retrouve à chaque fois avec les combattants de ce style-là. Vous l'avez vu avec Ramzat, c'est qu'on n'apprend rien tant qu'ils ne sont pas Ouais, face à un mec qui va pouvoir les mettre en difficulté. ouais, c'est ça, exactement. Et en difficulté, donc, sur leur style de prédilection. Et là, en l'occurrence, ce serait la lutte ou le sol. Ryan Spann, j'ai pas non plus souvenir que ce soit nécessairement un très gros lutteur ou mec du sol. Je peux me tromper. Je le connais, je me souviens plus bien, mais je crois que c'était plutôt un ascendant striker. En revanche, effectivement, face à un Paul Craig, ça commencerait à être très intéressant. Après Paul Craig, de toute façon, tous les combattants seraient intéressants parce que après Paul Craig, qui est donc numéro 10, tous les gars sont quand même très complets. Donc, j'aimerais bien Paul Craig, en fait, parce qu'effectivement, à part ça, on n'apprendra pas grand-chose. Il aura juste battu des mecs classés. Mais Paul Craig, comme c'est un gars qui est très, 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 très dangereux au sol, d'ailleurs, tu citais Ankalaev, c'est le seul à avoir soumis Ankalaev. Il a soumis énormément de monde aussi, et sauf que, bon, bah là, dernièrement, il est tombé sur Volkan, quoi, sur Volkan Ozdemir. J'allais dire Cocorico, mais presque, hein, bon, c'est suisse. Mais c'est pour ça que je mettrais bien Paul Craig. Parce qu'en fait, effectivement, sinon, on a tendance à se dire, il va faire comme ce qu'a fait Khamzat contre Kevin Holland, contre tous les mecs qui sont soit pas de son niveau, soit qui sont d'ascendant striker, même s'ils sont classés, quoi. Bah, je partage ton avis, Big Rusty. Et c'est voilà, c'est un style de combattant que moi je trouve extrêmement efficace. Mais c'est dommage en fait de, comme ce qui s'est passé avec Ramzat contre Kevin Holland, le style qu'ils ont fait que, au regard du gap énorme, de l'écart de niveau qu'il y a énorme au sol entre la concurrence et eux, à moins de se Ouais, retrouver face au Colby Covington ou au Gilbert Burns ou Kamaru Usman dans cette catégorie-là, ça fait uniquement 3 gars. Ils vont gagner contre tout le monde, et ils vont gagner contre tout le monde, mais ça va rendre en plus leur performance pas très impressionnante. Je veux dire là, quelqu'un qui ne connaissait pas Kevin Owens, vous êtes obligé d'expliquer que non, mais le mec est vraiment très dangereux, et ouais, c'est un gars sur qui il faut compter chez les welters. C'est ça le problème. Et là, si en plus dans une catégorie qui est pas ultra dense comme la ouais, catégorie light heavyweight, il se met à déglinguer tout le monde, ça va être un petit peu compliqué, tu vois, de réussir à faire monter soit des nouveaux noms, ou en tout cas, tu vois, de reconstruire des mecs. Donc, ouais, personnellement, tu vois, Johnny Walker, on va pouvoir en parler. Là, il s'est offert une victoire par soumission, la première victoire en plus de 2 ans, il en avait vraiment besoin de Johnny Walker. J'ai pas ouais, envie directement qu'il aille se faire broyer par Jelton. En plus, un Brésil contre Brésil, je sais ouais. pas si maintenant ce serait... Quoique, l'UFC revient le À premier Rio. pay-per-view de l'année, en 2023, le 20 janvier ou le 21, c'est à Rio. Donc pourquoi pas faire un Brésil contre Brésil. Mais n'hésite pas à dire ce que t'en penses, Big Rusty. Moi, personnellement, je me dis Johnny Walker, là, il a bien mérité d'avoir, allez, encore 2-3 combats un peu tranquilles. Un peu, 2-3, non, allez. Un combat un peu tranquille. Ouais, et puis bah, ce qui est bien, c'est qu'en plus, du coup, là, Johnny Walker, il est bah, là, vu qu'on a cité les gars en fin de classement, enfin, disons, en fin de top 15 en light heavyweight, franchement, ça peut faire des combats fun si jamais, parce qu'on sait aussi que Johnny Walker a eu des petits problèmes à amener un peu le feu dans ses combats dernièrement.
Mais des petits combats contre Jimmy Crute, Justin Jacoby ou Ryan Spann. Bah, et puis même là, hein, ça a toujours pas été réglé ce problème chez Johnny Walker, même s'il y a Michel Pereira dans son coin aussi avec John Kavanagh, mais c'est vrai que depuis qu'il est au SBG, donc en Irlande, Ouais, on a un Johnny Walker qui a enlevé tout ce côté un petit peu foufou qu'il y avait chez lui. ouais, Parfois, ça lui a coûté cher, notamment en début de carrière. Contre Corey Anderson, bah, il est tombé sur quelqu'un qui était donc c'est sa première défaite à l'UFC, première défaite ouais. par KO à l'UFC, donc quelqu'un qui était vraiment, bah, enfin franchement Corey Anderson, il en avait gros sur la patate pour ce Ouais. combat-là parce qu'il voulait vraiment montrer à tout le monde que c'était pas Juste Johnny un faire Walker valoir. exactement et Ouais. Johnny Walker qui allait lui prendre le title shot et c'est vrai que depuis bah, y a pas forcément les résultats escomptés et surtout tout ce côté un petit peu fou, ultra surprenant qu'il y avait à ses débuts a Ouais. complètement disparu parce que tu vois même là la victoire contre Couté là-bas, je sais pas ce que t'en penses toi, mais c'est bien, il rouvre les compteurs pour lui, il y a une victoire par soumission, on ne l'attendait pas dans ce domaine-là, mais il y a, enfin, on va Non, pas c'était pas retenir impressionnant. quelque chose de cette victoire-là. Non, c'est ça qui est terrible, c'est que c'est vrai que il y a le vert sur le Sherdog, Wikipédia, Tapologie, tout ce qu'on veut, mais la victoire, elle est pas très impressionnante parce que avant de réussir à trouver cette soumission, c'est pas comme s'il était flamboyant, quoi. Debout, il s'est pas passé grand chose debout, mais il a pas non plus fait la différence. Et au sol, bah, il a passé lui-même une bonne partie du combat en position désavantageuse avant alors, est-ce que c'est lui qui met au sol ou je crois que, enfin, en gros, il y a un des deux qui se fait choper un kick ou un truc comme ça et qui est mis au sol. C'est pas non plus comme si c'était lui qui avait, genre, tu sais, construit la mise au sol, mis un takedown, avancé vers la soumission, etc. C'était plutôt un genre de concours de circonstances, même s'il n'y a pas de hasard. Hein. C'est-à-dire que bah, c'est lui qui se crée les opportunités d'aller vers cette soumission, mais c'était pas quelque chose de construit où tu te dis, comme Jelton Almeida, tu vois. Le mec, il a tout fait d'un point A à un point B, c'est lui qui a pris la carte et il est allé, tu vois. Donc, ça m'a pas forcément rassuré beaucoup, ce combat-là, je dois avouer. J'ai pas eu beaucoup de réponses personnellement sur des éventuels progrès, sur un éventuel game plan qui se serait bien passé ou quoi. Donc, personnellement, j'ai pas eu beaucoup de réponses sur Johnny Walker avec le combat qu'on a vu. Et voilà, on va attendre un prochain combat, peut-être contre un des gars nommés là, mais sachant qu'il a gagné contre Ryan Spann, du coup, je viens d'aller voir par KO d'ailleurs. Mais voilà, Ouais, je dois et avouer le que j'ai combat plus beaucoup contre Handspan d'espoir avait en été fait. très compliqué, hein, parce que je crois qu'il se Ouais, prend un knockdown. ouais, exactement. Ouais, ouais, voilà. Et c'est pour ça que Johnny Walker, il a des facilités physiques évidentes, mais c'est vrai que comme il y a plus cette confiance et ou Ouais. cette espèce de feu intérieur qui fait qu'il arrive à tout tenter, qu'il ne doute jamais, bah, à moins qu'il réussisse vraiment à se renouveler, il est peut-être pas trop tard, tu vois, mais là, pour l'instant, en l'état, je suis pas super confiant pour un run de Johnny Walker, tu vois. Idem, non, mais à revoir de toute façon, écoutez là-bas, clairement, c'est un adversaire. Je pense que l'UFC s'attendait à autre chose. Quand je dis à autre chose, c'était potentiellement Fight of the Night avec deux mecs qui, sur le premier round, généralement, Bah ouais, promettent des ogives de l'espace. Finalement, c'est pas allé ouais, de ce côté-là. Johnny Walker, je retiens juste ça, le côté opportuniste dans la soumission, qu'il est quand même allé chercher. Il est quand même allé chercher cet étranglement. Donc, moi, je me dis, peut-être que chez lui, tu vois, il y a cette maturité aussi qui fait que maintenant, il est plus justement dans un état d'esprit où ça va être faire le choix à tout prix, quitte à y laisser des plumes. Et là, maintenant, il s'est dit, ouais. bah, il fallait retrouver du vert. Il a retrouvé du vert. À voir pour la suite face à quelqu'un de mieux classé, bien évidemment. Et puis pour coûter la bonne, ne vous inquiétez pas. Hein, c'est tellement un mec qui est spectaculaire avant les combats que l'UFC va forcément le garder. Puis même pendant, vous l'avez vu, il a quand même joué Et crânement sa chance. mais autant pour moi, pour essayer quand même de ne pas dire de bêtises, je suis allé revoir, là je suis en train de revoir le combat de Johnny. C'est lui qui fait le takedown, c'est ça? Ah ouais, Ouais. et en plus c'est un bon slam. Donc j'ai été médisant parce qu'en fait là je suis en train, là tu vois il est en position il est dessous et voilà ça c'est bien ce que j'avais en tête. Effectivement, il passe une bonne partie du combat en position où c'est Ion, donc côté là-bas qui essaie de passer la garde et tout ça. Là il essaie de se sortir d'une clé de bras. Et à partir de ce moment-là, il se retrouve en situation avantageuse. Ouais, et c'est lui qui va la chercher, ouais. Et c'est lui qui va chercher la soumission, c'est lui qui met le slam, effectivement. Donc voilà, mais c'est moi qui ai été médisant, mais ça part effectivement de
Ion qui tente une clé de bras et Johnny Walker qui retourne la situation. Ça n'enlève rien au fait que c'est lui qui met le slam et tout ça, mais disons, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, ça m'impressionne pas autant que Oui. si c'était lui qui du début à la fin avait été en contrôle en fait. Oui, oui. Et voilà, je sais pas du tout, j'essaie pas de me rattraper pour retourner sur mes pattes, tu vois, mais c'est simplement que il était en position où il se faisait, il prenait du ground and pound, il avait été mis au sol et tout ça, et parce qu'Ion tente un truc, du coup il réussit à se retrouver en position avantageuse, et là il fait tourner le combat à son avantage, mais voilà, je pense que du coup vous voyez ce que je veux dire, c'est pas aussi impressionnant en termes de contrôle du combat, quoi. Entièrement d'accord, Big Rusty. Puis quand même, hein, le pauvre Johnny Walker qui a été lâchement viré de la T-Mobile Arena, c'était donc vrai. En gros, apparemment, depuis le Covid, hein, c'est Dana White qui l'a expliqué en conférence de presse, donc c'était une erreur, bien entendu, hein. Mais en gros, depuis le Covid, tout est un petit peu plus resserré au niveau sécurité, et donc du coup, Johnny Walker s'est retrouvé, bien malgré lui, et je pense malgré le staff de l'UFC, dehors, toujours avec son fight kit, pieds nus, il avait toujours les mitaines, et il n'a pas pu regarder le reste des combats, ni rentrer à nouveau à la T-Mobile Arena. Ouais, ce qui est quand même extraordinaire. Enfin, c'est terrible, mais c'est effectivement c'est un sacré hic dans l'organisation, quoi. Ça arrive, même au meilleur. On Ouais. passe maintenant à Daniel Rodriguez contre Li Jingliang, Big Rusty. Ouais. C'est... On Oui. peut évoquer peut-être vite fait, juste en 2 secondes, le KO qui, je n'avais jamais vu ça de ma vie encore. Oui, KO oui. au foie de Irene Aldana contre Macy Chiasson. Et en gros, elle arrive à mettre un KO au foie en étant au sol sur son dos, alors que Chiasson est debout et en position avantageuse. Mais en gros, tu sais, c'est le coup de pied où tu es sur ton dos et tu mets un coup de pied comme ça dans le bide ou dans les jambes, selon ce que tu as apporté. Elle l'a mis au foie. Et ça a été un KO immédiat. Donc, en gros, sur le coup, moi, j'avais même pas pigé ce qui s'était passé. Elle met le kick et Messi Chiasson s'écroule de douleur comme ça en se tenant le bide. Et en fait, voilà, on a vu au ralenti ensuite que c'était un coup de talon au foie à partir de cette position, ce qui était du jamais vu. Et puis il y avait aussi le combat, oui, on parlait brièvement, entre Daniel Wolf et Norma Dumont qui se déroulait chez les Featherweight. Et avec Big Rusty, j'en avais parlé, j'étais en mode putain, c'est surprenant que l'UFC fasse ça. Avec quelqu'un qui a 1-0 seulement en MMA, Daniel Wolf contre Norma Dumont, que vous connaissez sans doute, qui était là en plus dans la catégorie Featherweight. Vous la connaissez bien évidemment, j'étais en mode c'est quand même bizarre parce qu'elle est classée, je crois, 15e chez les Bantam, Norma Dumont, Big Rusty. Eh ben, je vais te dire ça tout de Je suite. crois que c'est, je crois qu'elle est, UFC et donc du coup ranking. face à quelqu'un qui était à 1-0 seulement, qui était passé, qui avait fait son premier Ouais. combat pro lors des Dana White Contender Series, je me disais bon moi c'est peut-être un moyen pour l'UFC aussi de monter un nouveau talent featherweight, mais se dire d'où elle vient, cette personne-là, en fait elle était plusieurs fois membre de l'équipe olympique américaine chez les featherweight, mais comme il n'y a jamais eu de featherweight aux Jeux Olympiques, elle a été vers le MMA. Et donc du coup là l'objectif de l'UFC c'était à mon avis d'avoir une prétendante à la ceinture featherweight d'Amanda Nunes parce qu'il n'y a plus personne. Norma Dumont a quand même montré qu'il y avait mine de rien un niveau dans ce jeu-là, et c'est d'autant plus impressionnant qu'elle a réussi à dominer son adversaire dans son domaine de prédilection, et c'est là que ça m'a impressionné encore plus de la part de Norma Dumont. Donc franchement bravo à elle. Et puis pour Daniel Wolf qui a 39 ans, hein, je pense que ça risque d'être un petit peu compliqué là pour la suite de sa carrière. Ouais, c'est ça. Disons que voilà, t'as des athlètes qui viennent d'autres sports qui arrivent à faire une transition impressionnante. On pense évidemment à Ronda Rousey, on pense aussi à celle qui est en lightweight au PFL, Kayla Harrison. Kayla Harrison. Voilà, il y a tous ces talents-là. Ça aurait pu être le cas aussi pour Daniel Wolf, mais effectivement, visiblement, ça va être beaucoup plus compliqué. Parce que là, ouais, vraiment, elle s'est fait. Voilà. Elle a été amenée à l'école par Norma Dumont, et du coup, ça risque d'être effectivement très compliqué pour la suite. La suite justement, c'est Daniel Rodriguez contre Li Jingliang, le pauvre Li Jingliang, les gars, vous rendez-vous compte, je pense que c'est peut-être une des, enfin quoique non, ou si, une des pires semaines pour un combattant, parce que j'étais en train de me dire, il aurait pu se faire mettre KO, mais c'est encore pire, je pense, quand t'as fait le taf. Donc quand je dis avoir fait le taf, c'est pour gagner le combat, et qu'en plus tu ne gagnes, tu n'obtiens pas la victoire, et surtout face à un adversaire. Et c'est là Li Jingliang, dans tous les changements qu'il y a eu suite à la pesée manquée de Ramzat, lui s'est retrouvé dans une situation où il devait affronter Daniel Rodriguez qui préparait un combat en catchweight, donc entre deux catégories, entre welterweight et middleweight, à 180 livres, alors que lui préparait et avait fait le poids pour les 170 livres, donc les moins de 77 kilos, donc ça faisait 4 kilos d'écart en gros. Et donc finalement il a affronté Daniel Rodriguez. C'était pas le combat le plus spectaculaire de la soirée, Non. mais moi j'ai trouvé clairement qu'il avait fait ce qu'il fallait pour s'imposer, parce que un petit peu plus de volume que son adversaire.
Ouais, et puis des frappes qui étaient pour moi un peu plus marquantes de la part de Li Jingliang. Même s'il n'y a pas Et eu de knockdown ou un des deux qui non, était sur le point de se faire finaliser. voilà. Mais effectivement, bah, les juges en ont décidé autrement et j'ai pas vu grand monde dans la sphère MMA qui était d'accord avec cette décision. Enfin, vraiment, c'est quand même suffisamment rare pour être souligné, mais Ouais, mais il y a eu des trucs avec les juges qui étaient assez bizarres. Tu vois, pareil, là, il y avait un... On sait, il y a donc Nate Diaz s'est imposé contre Tony Ferguson par soumission. Il y avait deux juges qui étaient à 30-27, 30-27. Et il y en a un qui était donc pour Nate Diaz, ouais, ce pour que je Nate. trouve assez Oui, logique. ça c'est normal. Et il y avait le dernier juge qui était à 2 rounds pour 1 en faveur de Tony Ferguson. Donc il mettait 19 le premier pour Nate Diaz et les deux suivants pour Tony Ferguson. J'ai pas compris non plus, tu vois. Donc D'accord. pendant que Creuse va partir dans une nouvelle envolée lyrique, je vais regarder si c'est le Mhm. même juge justement. Ouais, ce serait intéressant. Bah ouais, non, et puis ben en tout cas, c'est clair que pour Li Jingliang, c'est vraiment terrible. Entre le fait qu'il ait même pas pu montrer son costume qu'il avait spécialement préparé pour la conférence de presse, le fait qu'il prenne un adversaire qui pèse beaucoup plus lourd que lui, et du coup il est obligé de se démerder avec ça. Mais bon, bah ça c'est un peu comme Kevin. Ah non, Kevin Holland du coup, bah lui-même était en catchweight, donc pour lui ça allait. Donc c'est presque celui qui a un petit peu les pires des conditions par rapport au nouvel adversaire qui a été choisi pour lui. Parce que bah, du coup, voilà, lui, il a fait le poids, donc lui, c'est vraiment déshydraté. Ce n'est pas le même juge, donc C'est autant pas le pour même moi. juge. Mais ouais, voilà, lui, c'était vraiment déshydraté. Voilà, quand tu te déshydrates à ce point-là, pour les athlètes de ce niveau-là, bah, en fait, c'est clair que physiquement, tu es un petit peu esquinté, un peu plus que si tu n'avais pas fait de pesée. Donc, comparé à Daniel Rodriguez, il gagne le combat selon la majorité écrasante des observateurs, mais il perd quand même. D'ailleurs, la réaction du public m'a surpris. Enfin, ils ont hurlé de joie quand ça a été Daniel Rodriguez qui a été déclaré vainqueur. Je sais pas si c'est parce que Daniel Rodriguez était. Oui, si, c'est sûr que Si, c'est ça. ça, américain, californien. Américain, Et, Californie. et puis en plus, il y avait aussi, comment? Il y avait tout ce côté mexicain. Ah ouais, et ok, il y avait pas j'avoue. mal Ah, de et en combattants plus, sur la carte, donc et forcément. non seulement ça, mais j'espère que je dis pas de trucs. Mais j'ai eu l'impression, en plus, même dans son entrée, il s'est fait siffler Li Jingliang. Qu'il y avait peut-être un côté aussi, tu sais, en mode bloc chinois contre bloc Ah américain, en oui, mode. oui, oui, parce qu'il y a un truc aussi que vous n'avez sûrement pas vu, je pense peut-être pas. Avec Krusty, on était Ah, on a été choqués. Ouais. assez choqués. Donc oui, la reine d'Angleterre est décédée, paix à son âme, il y a quelques jours de ça. Donc l'UFC, comme beaucoup d'organisations sportives et puis même privées, hein, ont fait un espèce de petit panneau d'affichage pour RIP, condoléances à la famille royale. Enfin voilà, quoi de plus classique. Et là, toute la salle a hué. On s'est d'abord posé la question. En fait, directement, le réflexe, c'est de regarder sur les écrans pour dire qu'est-ce que l'UFC Ouais. affiche. Voilà. Moi, personnellement, tu vois, je m'attendais à ce que ce soit Aljamain Sterling. Enfin, tu vois, un mec comme ça, un Ouais. combattant normal. Controversé, ouais, voilà. En fait, ou Ramzat, parce que Ramzat, c'était exactement la même chose. Chaque fois qu'il apparaissait, tout le monde Ouais. était anti-Ramzat. Mais là, non, c'était la reine d'Angleterre, et encore plus hardcore, et là, j'étais encore plus surpris. C'est sur tous les réseaux sociaux, Twitter notamment, l'UFC a carrément, et Instagram, l'UFC a empêché de commenter le post. Ce qui me surprend vraiment, parce que, enfin, je veux dire, c'est la reine d'Angleterre. Enfin, je savais pas qu'il y avait autant de haine pour la reine d'Angleterre. En plus, Bon. le truc qui, en vrai, ça en devenait même marrant, c'est que non seulement ils ont sifflé et ils ont hué quand le truc est apparu en mode, en gros, Rest in Peace 1928, je sais pas trop quoi, 2022. Et au début, ça huait, et pour encore plus marquer le coup, après, tout le public a commencé à entonner des USA, USA. Et là, t'es en mode, mais what the fuck? Parce que, bon, je ne suis pas spécialiste, est-ce l'avis de la reine d'Angleterre, tu vois, j'ai pas d'a priori positif ou négatif, mais je pense pas que les gens non plus soient hyper versés dans la vie de la reine Elisabeth, et du coup, je pense que, sachant ça, la raison pour laquelle ils ont tous commencé à crier USA, USA, c'est vraiment juste parce que c'est aux États-Unis et que c'est une anglaise et que enfin, ça n'avait aucun sens. Enfin, Aucun à moins sens. que j'ai Bah, un épisode que j'ai loupé, tu vois, mais surtout qu'en plus que ce soit Darren Till, Conor McGregor et j'en passe, ils sont très, et même pas Deep Imblet, tu vois.
Ils sont très appréciés aux États-Unis, donc non, très très surprenant. Ah, on n'a pas compris. Enfin, et autre point important, et ça aussi j'étais très très mal pour lui, c'était Josh Emmett qui réclamait un title shot chez les featherweight, et c'est je crois Chael Sonnen qui avait répondu en disant bon bah voilà, il y a pas mal d'athlètes, ils sont soutenus par tout un pays où il y a toute une ville derrière eux. Josh Emmett vient de Sacramento, je suis même pas sûr que les gens sachent qui c'est à Sacramento. Et mais sauf que, et là c'était vraiment très très dur pour lui, donc en gros, l'UFC entre les combats, ils font apparaître les VIP ou alors les combattants qui sont là pour un petit peu hyper les gens et pour maintenir un niveau d'ambiance qui est assez élevé. Donc il y a Mark Wahlberg qui apparaît à l'écran, tout le monde pète un câble. Ensuite il y avait... qu'est-ce qu'il y avait dans les... Il y a Paulo Costa qui apparaît, pareil, les gens pètent un câble avec son Secret Juice qui était là. Et il y a Josh Emmett qui apparaît. Le Pas un silence. bruit. Ouais. Pas un bruit, c'était terrible parce qu'en plus il était comme ça en mode ouais. Enfin, voilà, il s'attendait Ouais. à ce que les gens soient chauds. Pas un bruit et donc voilà, je pense qu'il devra combattre à nouveau avant d'espérer un title shot de ce monsieur, mais c'était assez triste pour lui. Big Rusty, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur le main, sur le co-main, ou est-ce qu'on avait quand même déjà bien fait le tour? Je pense qu'on a déjà bien fait le tour. mine Ouais, de rien. je crois aussi, ouais. Ce qu'on a dit, je sais plus si on en avait parlé, c'est que c'est vrai pour Tony Ferguson, donc 5e défaite consécutive, l'ombre de lui-même sur ce combat-là, que faire de lui? Et c'est là que c'est aussi surprenant, c'est que tu vois, tous les précédents combats de Tony Ferguson, Dana White, et là moi je sais pas trop ce qui se passe. Dana White disait, on sait pas ce qui va se passer avec Tony Ferguson, là on a l'impression que même pour Dana White, c'est ok que Tony Ferguson perde et que son statut ou même le fait qu'il combat, qu'on lui propose des combats à nouveau n'est pas remis en cause après sa performance. Ouais. Mais du coup, pour avoir revu le combat, T'as vu, hein. les deux ne brillent pas quand même, hein. Donc, Après, les deux ne brillent pas, mais je pense que Ned Diaz... D'ailleurs, est-ce que toi, t'as vu ça? Moi, j'ai pensé que c'était... C'est quoi? C'est au milieu du 3e round quand Ned Diaz, il arrête, qui fait non, c'est terminé. Je pensais qu'il allait se barrer. Je pensais vraiment qu'il allait se barrer. ouais, parce que s'allonger dans la cage comme Nick Diaz ou truc comme ça c'est un truc que tu te relèves direct. Mais là, il a littéralement commencé à parler à des mecs hors de la cage. Je n'ai pas compris non plus. Et c'est vrai que j'étais en mode, ok, là, il doit se passer un truc que je comprends pas et ça va être très très sale. Finalement, non, il continue le combat comme si de rien n'était. Mais ouais, j'avoue que j'ai eu une petite suée aussi. Et les commentateurs US aussi, il y a eu un petit moment de flottement juste tombé, c'était en mode oh! Non, Ouais. c'est bon, c'est bon, c'est reparti. Mais c'est vrai que non, pour les deux, c'était un peu compliqué. Après, ce qu'il faut dire, hein, c'est que c'était en short notice, changement d'adversaire brutal et style complètement différent aussi. Mais voilà, en tout cas, à suivre pour les deux hommes. Et puis pour Hamzat, on ne sait pas non plus si c'est en middleweight ou en welterweight. En tout cas, là, il commence à y avoir, j'ai regardé sur les réseaux sociaux, une petite campagne pour un Hamzat Polo Costa, Rusty. Ah, je serais très curieux, hein. Mais j'ai pas vu Ramzat lui faire campagne par contre. Enfin, à moins que j'ai loupé des trucs, mais. Non. Bah, en même temps, c'est un combat. C'est chiant comme combat parce qu'il est pas très très bien classé. Polo Costa, il est quoi, 5e, 6e chez les middleweight? En middleweight, ouais. Donc, c'est pas comme si avec une victoire contre Polo Costa directement t'étais propulsé prétendant au titre ultime. T'as quand même un petit peu de risque de te faire rouler dessus ou de passer un sale quart Ouais, d'heure. ouais. Bon. Mais d'un autre côté, en fait, je suis d'accord, ça n'aurait pas de sens parce que là, du coup, il passerait de c'était soit Nate Diaz, soit Kevin Holland, ce qui n'apporte rien à sa carrière, à Paulo Costa, ce qui, du coup, enfin, tu sais, t'as l'impression que du coup, il s'éparpillerait un peu trop. Et surtout Big Rusty, et c'est... je tiens à saluer Big Rusty et tout ce qu'il apporte au MMA français, même en, Oula, oula, et même en dehors. arrête ça, J'avais arrête ça. complètement oublié, mais c'est vrai que Polo Costa, et je trouve qu'on n'en parle pas assez, toi, tu m'en as parlé. Tu m'en as reparlé parce que j'avais complètement oublié. C'est vrai que sa défense de takedown, en tout cas sa lutte C'est pour ça. défensive dans son ensemble, oh là Ouais. là! Mais en Soit fait, Yoel Romero ou Luke Mais oui. Rockhold, à part les derniers instants du combat contre Luke Rockhold, oh! Mais c'est pour ça, en fait, et c'est pour ça que ce combat serait vraiment fascinant. C'est que Paulo Costa, que ce soit par sa puissance ou par sa technique en défense de takedown, c'est peut-être un des mecs les plus relous à mettre au sol, peut-être toute catégorie confondue, hein. Enfin, En après, tout cas, il a voilà. prouvé face à deux des gars qui font le moins rigoler dans l'histoire de la catégorie middleweight. Ouais. De Luke Rockhold et Roland. Ouais. Dans Après, ce, Rockhold, il est. dans, Ouais, dans ce domaine-là. ouais.
Rockhold, il est pas forcément connu pour être genre lutteur, c'est plutôt un Ah non, scrambler. mais une fois au sol. Dans le sens, Ouais. une fois au sol, moi je m'attendais clairement à ce que Luke Rockhold fasse ski. Enfin, clairement, à partir du moment où le combat allait aller au sol, si le combat allait au sol, Oui. c'était le domaine de Luke Rockhold et je pensais qu'il allait se faire soumettre Paulo Costa. Et pas du tout. Ouais. Non, c'est clair. Bah, et c'est vraiment pour ça que, effectivement, pour moi, ce combat-là, là, tout de suite, il aurait peut-être pas forcément le plus de sens. Ça aurait été bien d'abord, soit qu'il gagne la ceinture en welterweight, ou qu'il fasse d'abord son truc en welterweight et ensuite il monte, parce que j'ai trop peur qu'il aille un petit peu trop partout à la fois. Mais ouais, la puissance de Paulo Costa, le fait que debout, si jamais il n'arrive pas à le mettre au sol, Khamzat, ça peut être très très sale pour lui. Et au sol, je pense pas qu'il arrivera à faire ce qu'il veut comme il l'a fait avec à peu près tous les adversaires à part Gilbert Burns. Donc ouais, Paulo Costa, et en plus comme il y a un bif parce que les deux s'aiment pas, pour moi le combat, c'est dommage que ça n'ait aucun sens maintenant, mais ce serait un combat qui me fascinerait là. À suivre, Birosti. En tout cas, on est très 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 chaud. Shout-out my sweet pea, my sweet protein, moins 33% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Birosti,